Ce livre a changé ma vie. Page après page, je me suis senti terriblement proche de Maufré, de ses aspirations, de ses rêves. Alors j'ai décidé de retenter son expédition, de finir son rêve. Et pour moi, c'était ça la liberté, c'était faire ce qu'on avait envie de faire. C'était aller où on avait envie d'aller. C'est énorme. Énorme. On l'a fait. Dans le trou de là, regarde. Alors Secret Planet, hein, cette fois-ci je vais pas me tromper, et qui regroupe plusieurs agences de voyage, Tamera pour des expéditions au long cours, nous avons aussi des agences pour le kayak, spécialisées dans le kayak, et puis le trekking, le voyage d'aventure, enfin plein de belles choses qui nous font rêver. Nous avons aussi bonjour. Nous avons aussi autour de la table Stéphane. Alors Stéphane, c'est le représentant du Petit Futé. Le Petit Futé, il s'occupe de la rédaction des guides du Petit Futé. Il va nous parler un peu de cette expérience dans cette période troublée de Covid. Et puis mon compère toujours, Dominique Derrien, qui va me soutenir et m'encourager pendant ces 45 minutes que nous allons passer ensemble. Bonsoir. Alors, on va démarrer avec une carte du monde pour voir. Alors, c'est extrait d'un site Tour du Monde. Tour du monde, c'est difficile de faire un tour du monde, mais on peut le faire visuellement. Et ce qu'on voit, il y a une couleur qui apparaît de façon éclatante, c'est le rouge. J'aime beaucoup le rouge, mais là, ça veut dire que c'est fermé. On ne peut pas aller dans ces pays complètement fermés. Alors, dans cette carte, il y a un petit peu d'orange. C'est les coins où il y a des quarantaines qui sont aujourd'hui souvent limitées à 7 jours, heureusement. Enfin, 7 jours, lorsqu'on part 15 jours, 3 semaines, un mois, avoir 7 jours à passer enfermé dans un hôtel, c'est pas génial. Et puis, il y a du vert. Alors, du vert, le vert, c'est que c'est ouvert. Alors sur cette carte du monde, je m'interroge quand même. Je vois que le Brésil est ouvert. Bon, c'est pas forcément le coin où il faudrait partir aujourd'hui, même si c'est une très très belle destination. On va quand même aller vers le centre de la carte avec toutes les régions vertes qui se trouvent essentiellement en Europe. Et là, les choses sont beaucoup plus réjouissantes. Hein, on a quelques pays où il y a des quarantaines imposées, l'Allemagne, l'Angleterre, la Grèce, mais la Grèce où je vais aller à partir du 15 mai, eh ben, va s'ouvrir le 14. Donc tout est bon. Pour l'Europe, là, il y a des possibilités vraiment d'aller se promener et de profiter de nos belles villes Europe. C'est peut-être l'occasion de les découvrir des coins plus proches. Alors, on va enchaîner et je vais passer la parole à Dominique pour une information sur le voyage, les contraintes pour sortir de France et revenir en France avec un extrait d'un site du ministère des Affaires étrangères. On va enchaîner là-dessus. À toi, Dominique. Alors déjà, avant de vous lire l'extrait, juste une petite précision. Dans l'extrait, on vous parlera d'espace européen. Donc, quand on entend espace européen, les pays qui composent cet espace sont l'Union européenne, l'Andorre, l'Islande, Liechtenstein, Monaco, Norvège, Saint-Marin, Saint-Siège et Suisse. Voilà. Alors, le texte est le suivant. Dès lors
Toute entrée en France et toute sortie de notre territoire à destination ou en provenance d'un pays extérieur à l'espace européen et autres que l'Australie, Corée du Sud, Israël, Japon, Nouvelle-Zélande, Royaume-Uni et Singapour est strictement encadrée. Alain, je te redonne la parole. Oui, merci. Alors, cette situation, plein de difficultés majeures pour les voyageurs, mais aussi pour nos invités. Eric, pour une agence de voyage, est-ce que tu peux nous parler un peu comment vous avez répondu à ces contraintes qu'impose ce blocage de beaucoup de vos destinations? Oui, bon, merci à vous de nous avoir invités sur votre live, hein, et puis bravo de continuer à essayer de porter ces initiatives et de continuer à nous faire rêver. Voilà, c'est ce qu'on essaye de faire nous aussi. D'abord, comme tout le monde, hein, on est avant d'être des voyagistes, on est des voyageurs. Et d'abord, ça a été l'incrédulité quand tout ça s'est arrivé fin février, début du mois de mars 2020. On n'y a pas beaucoup cru. Et puis, il a fallu se rendre bien compte que le monde allait se refermer, que les Chinois avaient donné le là et que tout le monde allait s'engouffrer là-dedans pour des raisons évidemment sanitaires et pour sauvegarder la santé de nos plus anciens, hein, mais aussi parce que c'est compliqué politiquement de faire autrement. Donc, comment est-ce qu'on a réagi? D'abord, on s'est dit comment on va survivre, hein, si ça dure plus de 3 mois. Et puis les choses se sont un peu détendues d'abord parce qu'il y a eu cette ordonnance qui a été faite par le gouvernement qui nous a permis en fait de faire face s'il y avait eu un afflux de demandes de remboursement, puisque théoriquement en tant que tour opérateur, on est censé rembourser les clients à partir du moment où on ne peut pas mener à bien leur voyage. Et il y a eu cette ordonnance qui nous permettait théoriquement de sauvegarder l'argent qui était dans nos caisses pour 18 mois. Hein. Alors, ce qui est vrai, c'est que nous, chez Secret Planet, on en reparlera, tu as un peu décrit, Alain, ce que c'était, mais je le repréciserai tout à l'heure. Bon, c'est vrai qu'on est dans du voyage d'aventure, dans les expéditions, donc plutôt des voyages avec du sens pour des passionnés. Et donc, c'est vrai qu'on n'a pas eu cet afflux de demandes de remboursement. On a émis quelques avoirs, mais on a surtout essayé de reporter avec beaucoup d'optimisme toujours, c'est-à-dire qu'on se disait bien qu'à cette période, l'année dernière, on se disait bien qu'aujourd'hui, on pourrait aller intervenir à Saint-Étienne et que nos voyages repartiraient. Bon, et puis on se rend compte que, en fait, je suis plutôt un optimiste inquiet de nature. C'est ce que je suis resté, et ça depuis les 12 derniers mois. Donc d'abord, il y a eu cette sauvegarde financière. Ensuite, il a fallu quand même appeler tous nos clients. Il y en avait beaucoup pour leur dire que ça ne se ferait pas et qu'on allait les tenir informés. Et puis après, il y a évidemment le sujet économique d'une entreprise. Et là, il a fallu réduire tout ce qui était possible. Il est clair que l'État a joué son rôle, hein, quoi qu'il lui en coûte, même si... évidemment, on peut pas prendre de l'argent comme ça, s'endetter pour rien, finalement, quelque part, sans avoir une pensée pour les générations futures quand même. Donc, c'est pas aussi simple que ça en termes de conscience. Collective. Mais bon, ça nous a permis de tenir, d'une part parce qu'on a pu mettre en place le chômage partiel. Les voyagistes, c'est principalement des hommes et des femmes qui travaillent, et donc la masse salariale est importante. Ça nous a permis de nous adapter, de nous ajuster. Ça a été particulièrement bien remboursé, comme vous le savez, donc ça nous a permis d'ajuster la masse salariale et donc les forces en présence. On a maintenu 1 à 2 personnes équivalent plein temps sur les 12. Enfin, je dis ça, c'est un peu plus. Au départ, c'était plus 30 à 40%, parce qu'il fallait rappeler tous les clients. Et puis, puis maintenant, on est plutôt à 15-20% à peu près. Bon, ensuite, quelques aides ont commencé à tomber il y a 2-3 mois, qui nous aident aussi un peu, il faut le dire. Bon, donc la situation économique est bien plus favorable que ce que je pensais qu'elle serait il y a quelques mois.
Alors après, si on parle des voyages, parce que c'est quand même ça l'idée, je voulais partager avec vous les soucis d'un tour opérateur, mais voilà, donc nous on est resté évidemment sur notre première démarche qui était de reporter, de faire partir, et ça c'est vrai que c'était très usant parce qu'on a passé notre temps à proposer des départs qui n'ont finalement pas eu lieu, avec les déceptions qu'on peut imaginer, les déceptions de l'équipe qui travaille beaucoup dessus, sachant que les législations changent tous les jours, les législations des pays, les législations françaises, le nombre de fois où on avait des départs magnifiques prévus pour la semaine d'après et soit la France s'est fermée, soit le pays a finalement décidé de plus contraindre les rentrées dans le pays. Voilà, tout ça, ça nous a beaucoup compliqué, beaucoup usé quelque part, mais on garde le moral et on continue. Et dès qu'on voit une interstice quelque part, eh ben, on essaye de se précipiter pour faire partir les choses. Et ça, c'est beaucoup d'énergie. C'est beaucoup d'énergie. Donc, on va ressortir de cette crise éreintée, endettée, mais fidèle à notre passion. Et c'est ça qu'il faut maintenir intact. Très bien, bah oui, il faut essayer de garder le moral quand même. Stéphane, pour le petit futé, peut-être un peu plus simple, même si on voyage pas, on part plus avec des guides, hein, on n'achète plus de guides et il n'y a plus de rentrée. Hein. Il est clair que pas de voyageurs, pas de guides, même si certains se disaient je l'achète. Les ventes ne sont pas écroulées subitement. Alors c'est vrai qu'il y a la phase 1, le confinement, les librairies ferment, il n'y a pas d'avion, on part pas, il est clair qu'il n'y a pas de voyageurs. Par contre, on a vu qu'à ce moment-là, il y avait des ventes numériques qui se faisaient. On se disait encore, parce que c'est vrai que si on se reporte à un an pile poil en mars, on se disait encore, ça va durer le printemps, l'été, on voyagera. Et c'est je me souviens des réunions qu'on faisait avec toute la rédaction, d'une certaine façon, semaine après semaine, on n'avait jamais de bonnes nouvelles. Et chaque fois, ça allait, c'était toujours l'hypothèse la plus négative qui s'est un peu propagée. Alors, nous, on a la spécificité parce qu'on est très nombreux au Petit Futé. Il y a plus de 800 rédacteurs partout, alors en France et dans le monde. Et avec la spécificité par rapport à certains de nos concurrents, d'avoir des auteurs locaux. Donc, c'est-à-dire que nous avons sur les différentes villes ou à l'étranger des gens qui travaillent pour nous. Donc, on n'a pas eu comme d'autres le fait d'avoir des gens à rapatrier, des situations un peu compliquées. Et donc, on a touché du bois, c'était bien, tout s'est bien passé pour nous. Et ce qui a été aussi important sur le fait d'avoir des auteurs locaux, c'est que finalement, leur travail s'arrêtait un tout petit peu, pas de possibilité d'aller faire des enquêtes, de tester des restaurants ou d'écrire des rédactionnels. Eh bien, on s'est un peu concentré sur nos réseaux sociaux, notre site internet, notamment pour aller en soutien de tous ces établissements que l'on visite tous les ans. Et donc, comme ces auteurs locaux, ils les connaissent très bien, ils ont de bonnes relations avec eux. Donc, ça a été un tel restaurateur fait de la vente à emporter, on va pouvoir relayer ça. Et donc, ça a été une animation plutôt en soutien, même si c'est vrai qu'on n'avait pas il n'y avait plus de guide, mais on a servi un tout petit peu à autre chose, parce que c'est vrai que ce tissu économique touristique, c'est vraiment notre écosystème. Après est venue la grande période des 100 km. Alors c'est vrai que je me souviendrai encore de l'annonce et je me suis dit, mais 100 km, faut qu'on fasse quelque chose. Alors là, peut-être qu'on peut passer le slide qui est sur la collection. On a sorti, ça a pris, on a une nouvelle série de guides qui est sortie en une semaine, parce que nos rédacteurs avaient fait le travail finalement. Ça se passe en janvier, février. Les guides touristiques sortent en masse au mois de mars habituellement, pour la saison printemps-été. On avait son documentaire qu'on avait continué de faire, de mettre à jour avec nos rédacteurs les informations qu'on avait. Et une semaine après l'annonce des fameux 100 km, on a une base éditoriale qui nous a permis de sortir des guides, alors en version numérique. De toute façon, on avait toujours le problème des librairies et le temps d'impression, et de sortir cette collection, puisque finalement on s'est dit, c'est venu tout simplement, mais 100 km exactement, c'est où? Et on s'aperçoit qu'on a quand même des pépites autour de chez soi, donc toujours dans cette attitude positive d'aller faire des balades extérieures, des balades gourmandes, d'aller chez le petit producteur. Donc voilà, donc on était dans cet enthousiasme en se disant, puis l'été revient. Et alors sur l'été, on s'est dit, il faut renouveler un peu la bonne idée des 100 km, et on a voulu plutôt revaloriser le territoire. Donc on a sorti toute une série qui s'appelle Un été à. Alors là, j'ai une petite slide aussi. Vous voyez, on a eu un été en Occitanie,
on était en Nouvelle-Aquitaine, on est allé plus loin, Dordogne, dans le Grand Est également. Et donc voilà, pour accompagner en complément des guides habituels, bien sûr, du Petit Futé, les guides classiques. Et c'est qu'on peut dire qu'il y a eu une saison estivale qui s'est faite, quoi qu'il en soit. Donc ça, voilà, ça a été un peu l'activité du Petit Futé. Et en se disant, bien sûr, il n'y aura pas de seconde vague, on ne veut pas en entendre parler, mais on a toujours été assez prudent, bien sûr. On n'avait pas pu vraiment relancer les enquêtes. Vous savez, un guide de voyage, ça se prépare longtemps à l'avance. Donc, le contenu était prêt sur le printemps et l'été, donc il est sorti. Et après, ça a tourné au ralenti. Là, c'est vrai que la deuxième vague et même la troisième vague, c'est un tout petit peu difficile pour nous autres. On a besoin de sortir des guides, on a besoin que les gens revoyagent. Alors là, on est à fond à préparer ce qu'on se dit va se passer. Le printemps se fera en France. Donc on a réfléchi à de nouveaux guides qu'on pouvait proposer sur de la mobilité douce, alors là, vous avez mis le slide du magazine. Ça, c'est le magazine qu'on vient d'envoyer chez l'imprimeur, qui arrivera dans 15 jours et qui sera disponible également en version feuilletable numérique. Alors, je ne sais pas si on voit un peu le sommaire de ce magazine. On est vraiment sur des week-ends en France. Et nous, l'idée, c'est vraiment valoriser tous ces petits territoires auxquels on ne pense pas vraiment et qui font partie des destinations vraiment très intéressantes. Alors, donc il y a ça, il y a cette saison France qui va se faire, on y croit absolument. En tout cas, notre rédacteur a vraiment travaillé pour cela. Et sur le monde, on reprend doucement. Alors là aussi, au gré de la carte qu'on évolue, le rédacteur peut partir en République dominicaine, où on le réactive. Et alors, où on a nos auteurs mexicains aussi qui font un travail absolument incroyable. Là, en ce moment, ils sont en train de préparer le guide Cancun, le guide Istrie est en train de sortir. D'ailleurs, le guide Istrie, c'est une nouveauté du printemps. Donc, on ne sait pas si elle va être beaucoup achetée. En tout cas, on prépare l'avenir en essayant d'être le plus précautionneux possible. Mais bien sûr, on prépare la suite. Ok. Bon, voilà, vous avez su vous adapter, c'est important. Alors, je vais peut-être passer la parole à Dominique pour revenir un peu sur les contraintes pour rentrer, sortir de France. Est-ce que tu peux nous donner quelques précisions là-dessus ? Bien sûr. Alors tout d'abord, c'est une rubrique que vous attendiez tous, bien sûr avec impatience. Pour savoir quelles sont vos contraintes au départ de France, j'aborderai d'abord ce chapitre et je parlerai ensuite également des contraintes pour le retour en France. En ce qui concerne en ce qui concerne la carte, vous avez vu déjà qu'au départ de France, ça va être un peu compliqué puisqu'il y a beaucoup de rouge sur la carte que vous a passée Alain, beaucoup de pays qui sont fermés, des grands pays. Notamment les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Inde. Donc, c'est un petit peu compliqué. Ceci dit, vous avez quand même des pays qui préparent, je dirais pour les touristes, un petit peu vos vacances pour cet été. Alain vous a parlé de la Grèce qui va abandonner la quarantaine à partir du 14 mai. Enfin, on le souhaite, en tout cas, on l'espère, si Alain doit partir le 15. Il y a d'autres pays comme la Croatie aussi qui préparent des mesures. Ils ont préparé la mise en place d'un label de sécurité concernant les hébergements, les restaurants, les attractions touristiques également, pour essayer d'appliquer des mesures justement pour lutter contre le Covid. Vous avez la Thaïlande, par exemple, qui préconise, qui demande actuellement une quarantaine. Par contre, vous pouvez la faire sur un yacht, par exemple. Donc, c'est quand même pas forcément désagréable, en tout cas moins que dans un hôtel. Voilà. Alors, en ce qui concerne maintenant les contraintes au départ de France, je vais vous parler déjà des contraintes concernant notre hexagone. Alors là, évidemment, vous les connaissez toutes. Ce sont les contraintes liées au confinement et au couvre-feu, avec des modifications pratiquement chaque jour, puisqu'on a 3 nouveaux départements supplémentaires en contraintes. Je dirais que là, c'est quelque chose qui est connu. En ce qui concerne peut-être des particularités quand même comme la Corse, si vous voulez aller en Corse à aujourd'hui, je vous donne la situation actuelle, il faut que vous ayez un test PCR négatif de moins de 72 heures avant le départ, ainsi qu'également une déclaration sur l'honneur que vous devez remplir.
En ce qui concerne l'outre-mer, c'est un petit peu plus compliqué parce que l'outre-mer, vous devez avoir non seulement un test PCR négatif de moins de 72 heures, mais il faudra justifier également de motifs impérieux. C'est assez récent, mais c'est un peu pour éviter. Le gouvernement souhaite qu'au niveau notamment des Antilles françaises, on n'emmène pas avec nous en tant que touristes les problèmes de Covid que l'on rencontre en métropole. Maintenant, en ce qui concerne le continent Europe, que j'ai appelé Europe élargie, alors de toute façon, quels que soient les pays, pratiquement, il vous faudra un test PCR négatif de moins de 72 heures avant le départ. Aujourd'hui, il y a 2 pays qui n'ont pas de restrictions. Alors, je parle sous couvert d'Éric et Stéphane, hein, qui connaissent mieux que moi, mais il y a la Macédoine du Nord et l'Albanie, où aujourd'hui, il y a très peu de restrictions. Ensuite, vous avez des pays qui vous imposent non seulement le test PCR, mais également l'obligation de remplir un formulaire en ligne. Et puis, certains pays aussi qui demandent donc à ce que vous soyez confiné. Certains pays sont également fermés ou ont des restrictions importantes, comme la Belgique ou l'Espagne, qui sont des pays limitrophes avec la France. En ce qui concerne le reste du monde, je dirais que depuis le 31 janvier de cette année, des mesures très importantes ont été prises puisque les voyages sont normalement interdits sauf pour des motifs impérieux. Donc les motifs impérieux, ce sont des motifs soit pour professionnels, soit pour de la famille, soit pour des problèmes de santé. Comme on l'a vu, de toute façon, il y a énormément de pays qui sont fermés dans tous les cas. Maintenant, en ce qui concerne les précautions sanitaires qui sont à prendre, je dirais que les précautions sanitaires, c'est d'abord de se renseigner par rapport au pays où vous allez voyager pour connaître la situation dans ce pays. Et puis après, ce sont les mêmes précautions que l'on a actuellement en France, hein, port du masque, gel hydroalcoolique, éviter les rassemblements, etc. Maintenant, concernant les choix pour les modes de réservation de transport, alors là, c'est quand même un sujet important parce que on sait qu'en 2020, il y a eu pas mal de difficultés, notamment sur toute une partie de vol sec. Alors, personnellement, on a fait l'expérience d'ailleurs avec ça. Je crois que nous, on ne recommande pas tout ce qui est site internet de type GoVoyage, Opodo, parce que si vous avez des difficultés d'annulation concernant ces voyages, vous allez être certainement confronté à une partie de ping-pong entre le site internet et la compagnie aérienne. Non, c'est pas moi, je t'ai remboursé, mais non, j'ai jamais rien reçu. Enfin, bon, on est bien placé pour le savoir. Donc, il est préférable, si vous souhaitez un vol sec, soit d'acheter directement le billet auprès de la compagnie aérienne ou auprès d'une bonne agence de voyage. Bon, on pourra vous en donner quelques-unes par la suite. On pourra vous conseiller celle d'Éric, par exemple. Voilà, donc ça, c'est quand même aussi un point important. Ceci dit, nous, je pense qu'on vous préconise également, plutôt que de partir en vol sec, de prendre ce qu'on appelle des voyages à forfait. Donc, le voyage à forfait, c'est le transport plus une partie d'hébergement, plusieurs nuits d'hôtel, enfin une nuit ou plusieurs nuits, ou un vol avec location de voiture, ou un vol avec des prestations de services. Ça, c'est important parce que vous avez certaines garanties qui sont prévues à ce niveau-là. Hein, je ne vous détaille pas tout. Mais en plus, vous n'aurez qu'un seul interlocuteur. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'important. On pense que de toute façon, il est préférable aussi de privilégier des agences locales pour lesquelles vous avez des références, soit de la part d'autres voyageurs, de la part d'amis, etc. Au niveau, si vous voyagez en France, éventuellement. Et, je dis ou du petit futé qui référence aussi ces agences. Et moi, je trouve qu'il y a vraiment une chose incroyable, c'est-à-dire que il y avait de plus en plus de voyageurs indépendants qui partaient comme ça et qui aimaient bien se débrouiller. Et je trouve que les agences auront subi un dommage très important pendant cette année, mais peuvent retrouver un nouveau rôle parce que c'est vrai qu'il y a toute une partie de la population qui se retrouve un peu fragilisée maintenant, peut-être par rapport à la langue, etc., qui va ne pas oser franchir le pas d'une certaine façon, à se dire ah mais comment je vais gérer une annulation. Et c'est que l'agence va retrouver vraiment, en tout cas va apporter ce conseil, cette compétence que peut-être on se disait on se débrouille. Et là on voit que quand c'est plus compliqué, avoir un professionnel qui connaît bien le terrain,
qui a des bons partenariats avec les compagnies aériennes, ça sert vraiment. Ouais. Ouais. Complètement d'accord avec ce que tu dis et je crois que notamment l'histoire de l'annulation par exemple au niveau des vols, bon ça pouvait arriver, je dirais avant l'année 2020, on pouvait être confronté à ce genre de problème mais c'était quand même plutôt à la marge. Tandis qu'en année 2020, le nombre de voyageurs qui ont été confrontés à ce problème, il est, je ne sais pas, c'est peut-être 80 ou 90% des gens qui avaient prévu de voyager, évidemment, en 2020. Il n'y a que ceux qui sont partis en janvier, février qui n'ont pas eu trop de soucis. Donc, complètement d'accord avec toi, Stéphane, pour dire que le rôle de l'agence, là, il retrouve complètement, par rapport aux difficultés que les gens ont rencontrées, son rôle premier de conseil et en tout cas d'aider les gens justement à se débrouiller sur des difficultés de ce type. Juste une petite particularité au niveau, si on voyage en France, je dirais, il y a aussi une partie SNCF, bus, etc. Avec le confinement, là aussi, bon, il faut aller sur les sites, hein, mais il y a des mesures qui ont été prises pour des remboursements ou des avoirs. Et également, en termes de, ça ne concerne pas que la France, là, mais au niveau d'Air France, au niveau des vols aériens, il y a des mesures qui ont été prises pour des avoirs ou des remboursements concernant les vols jusqu'au 31 décembre de l'année 2021 de la part d'Air France. Donc ça, c'est... On peut dire aussi, sur la SNCF, ils ont fait un travail absolument formidable. Ils ont transformé, ils ont été d'une souplesse, je trouvais, assez fascinante. Et ils ont aussi une capacité de communication qui... Je n'avais jamais remarqué qu'ils arrivaient à aussi bien communiquer avec nous. Je trouvais que ça a été une très bonne surprise de cette période difficile. Et leur souplesse et leur capacité à nous informer et à nous rembourser. Ça a vraiment été une bonne découverte d'une certaine façon. Oui, c'est vrai, complètement d'accord aussi là-dessus. Alors maintenant, je vais aborder les précautions et les conseils peut-être avant le départ. Il y a une chose quand même qui nous paraît important, en tout cas, c'est la possibilité de s'inscrire, je pense que vous le connaissez, mais sur le site Ariane de France Diplomatie. C'est une inscription d'abord qui est gratuite. Cela permet sur ce site d'enregistrer tous les détails du voyage, tous les lieux de passage, le nom et le numéro de portable de votre contact sur place. Et puis l'intérêt, c'est de recevoir des informations, soit par SMS, soit par mail, avant votre voyage et également pendant le voyage. Et votre correspondant également peut recevoir ces informations. Donc ça, c'est une chose en plus avec une inscription gratuite, je dirais qu'il ne mange pas de pain. Deuxièmement, sur la partie assurance. Alors, la partie assurance, c'est vrai que je pense qu'on était de nombreux voyageurs à partir avec l'assurance de nos cartes bancaires de type Visa ou Mastercard, y compris même, je dirais, des cartes bancaires haut de gamme. Par contre, compte tenu des difficultés que l'on rencontre maintenant, il faut savoir qu'il y a quand même... je dirais, des garanties qui sont moindres, ne serait-ce qu'au niveau des plafonds, notamment si vous allez dans des pays où les frais d'hospitalisation sont très élevés. Les plafonds, si vous rencontrez un problème, risquent de ne pas être suffisants sur ces cartes bancaires. Au niveau des remboursements en cas d'annulation, il y a des éléments qui ne sont pas pris en compte, comme par exemple, vous vous présentez dans un aéroport et vous avez de la fièvre, vous ne pouvez pas partir. Dans ces cas-là, au niveau de vos cartes bancaires, même haut de gamme, il n'y a pas de remboursement. En cas de frais d'hébergement non plus pour des quarantaines. Donc aujourd'hui, on pense qu'au niveau de l'assurance, et c'est un peu ce que disait Stéphane pour les agences, je pense que là aussi, les assurances, les gens vont en prendre de plus en plus. Alors, ça surenchérit le coût du voyage, hein, peut-être de 3 à 6%, mais c'est d'abord important en termes de garantie. Et puis, vous avez quand même maintenant pas mal de pays, je crois qu'il y a 23 pays aujourd'hui, qui exigent que vous ayez une assurance. Et en plus de ça, maintenant... les assurances de voyage classiques prévoient justement le cas du Covid et les remboursements possibles en cas d'annulation justement pour cause de Covid. Donc voilà, ça c'était un point aussi important avant de partir. Et au retour, Dominique, alors rapidement, retour, parce que je crois que c'est... Oui, si Christian peut me passer le petit tableau que j'avais prévu justement pour le retour. Voilà. Alors, pour le retour, par rapport à ce tableau, donc comme ça, les gens pourront le consulter hein, s'ils veulent. J'ai fait un tableau un petit peu synthétique. Moi, je l'ai repris d'une autre façon en disant, aujourd'hui,
si on prend les différents motifs, par exemple, justification d'un voyage pour motif impérieux, il faut savoir que pour un ressortissant français ou européen habitant en France, il n'y a plus d'obligation de voyage, de justification de voyage pour un motif impérieux, hormis les Antilles françaises, pour le motif qu'on a évoqué tout à l'heure pour le départ, et c'est pareil pour le retour. Par contre, cette justification, elle est obligatoire pour les ressortissants étrangers qui proviennent d'un pays en dehors de l'espace européen et des 7 pays qui figurent dans la petite astérix. Ensuite, deuxième chose, obligation d'un test PCR négatif. Ça, c'est obligatoire, quel que soit le pays dont vous revenez, de toute façon, dans tous les cas. Alors, ce premier test, il doit être fait dans le pays de départ, mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans la grande majorité des cas, il sera payant. C'est pas comme en France où on peut faire des tests gratuits. Là, il sera payant, et dans certains pays, c'est de l'ordre de 200 à 300 €. Donc, c'est quand même important à savoir. Et il peut y avoir certains pays où vous ne pouvez pas faire ce test. Alors, si jamais vous ne pouvez pas faire ce test, dans ces cas-là, il faut demander une dispense au consulat, premièrement, pour pouvoir prendre l'avion, et ensuite vous serez obligé de faire un test PCR à votre arrivée en France, et surtout vous aurez un isolement pendant 7 jours, enfin donc un confinement, et ce confinement sera dans un hôtel référencé par le gouvernement et les frais seront à votre charge. Sinon, en dehors de ces cas, je dirais que l'isolement, donc c'est quand même rare, hein, parce que dans la plupart des pays, on peut faire quand même un test PCR. Mais sinon, l'isolement de 7 jours et deuxième test PCR, je dirais que vous devez le faire de toute façon à chaque fois que vous revenez d'un pays de l'Est de l'espace européen sous forme, je dirais, de recommandation, ou si c'est d'un pays hors espace européen, normalement c'est un engagement sur l'honneur. Voilà. Et simplement, si vous revenez également d'un pays hors espace européen, vous devrez faire une attestation sur l'honneur comme quoi vous n'avez pas de symptômes du Covid et vous n'avez pas été cas contact depuis 14 jours. Voilà, j'ai été un peu long, hein, oui, c'est bon. Alors, moi, je vais passer la parole à Eric pour qu'il nous présente un peu les destinations de voyage et qu'on puisse rêver un peu devant ces beaux voyages qu'il peut nous proposer. Oui, alors on va rêver. Moi, je voulais faire une remarque sur effectivement la notion du test PCR. Bon, il y a quelques pays. Je pense par exemple à la Tanzanie, on avait un Kilimandjaro, là, c'était en février. Et en fait, le problème, c'est qu'entre la compagnie qui demandait un test PCR, je crois que c'était pas moins de 24 heures, c'était même pas 72 heures à l'époque, et les capacités de test sur place à Kilimandjaro Airport, c'était mort. Donc, il y a des choses comme ça. Bon, il y a d'autres pays, effectivement, où c'est plus simple. Je pense à l'Équateur, où on avait une belle expé qui est partie, là, c'était en janvier. Et là, effectivement, au retour, on a même le labo qui se déplace à l'hôtel des clients. Bon, et ça a coûté, ça a coûté 70 €, quoi. Hein, mais bon, c'était encore assez raisonnable. Et puis le service était assez exceptionnel et donc ils ont eu le lendemain leur attestation pour pouvoir voyager. Donc oui, ça dépend des pays et le problème c'est que tout ça change très très vite, quoi. Alors oui, donc bon, c'est vrai que j'ai parlé plutôt de Secret Planet tout à l'heure d'un point de vue, on va dire corporate, d'entreprise, d'agence. Bon, en termes de voyage, pour ceux qui ne nous connaissent pas, parce qu'on nous connaît sûrement moins bien que le petit futé, c'est vrai que nous on est dans le lointain, hein, c'est-à-dire que tous nos voyages par construction de Secret Planet sont hors Europe ou alors dans les régions polaires, c'est-à-dire au nord de l'Europe, soit au sud, mais carrément au sud de la Méditerranée, on n'est plus trop en Europe, dans le Sahara. Ça, c'est le plus proche que l'on est. Après, nous, c'est vrai qu'on va toujours plus loin, Asie centrale, Himalaya naturellement, les Amériques, etc. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles on était très touchés et à la différence de ce que Stéphane a pu nous décrire. C'est vrai qu'une capacité à développer une offre en France, comme certains de mes confrères, je ne citerai pas par charité, plutôt positionnés sur l'Asie, qui proposaient les châteaux de la Loire, bon, c'est pas sérieux, quoi. D'abord, il faut de la compétence pour monter un voyage, et puis il y a des tas de structures françaises qui ne nous ont pas attendus pour faire les choses très très bien. Alors, d'ailleurs, à ce titre, juste un dernier aparté, et puis après je parlerai de nos voyages, mais c'est vrai que ce soir, on sort une newsletter, justement, où on a développé 2 grandes traversées en France, une dans la Vanoise, une au centre des Pyrénées, avec de l'alpinisme et tout, dans l'esprit de ce qu'on fait en Himalaya. Mais voilà, ça reste très, très anecdotique. On a développé 2 pour l'instant.
en plus d'un certain nombre de stages qu'on propose en France, mais ça depuis un certain nombre d'années déjà. Donc Secret Planet, en fait, c'est effectivement le voyagiste, et on a 4 activités, une qui est plus connue du grand public, qui s'appelle Tamera, qui en fait propose des voyages d'aventure et du trek, qui est assez connue pour ses grandes traversées, notamment. Expedition Unlimited, que j'ai donc fondée, qui est autour des expéditions polaires et des expéditions en très haute altitude. Alors, le polaire, c'est notamment des traversées du Groenland, ouest-est, 600 km, sud-nord, en snowkite, 2200 km, des choses qu'ont très peu d'acteurs dans le monde à faire. On atteint bien sûr le pôle Nord, par le dernier degré, le pôle Sud, depuis la Russie, on a même un projet là-dessus, donc on est vraiment un des acteurs très très pointus de ce domaine-là. Et puis on a développé depuis plusieurs années déjà la haute altitude avec des offres à 7000, à 8000, on a un Everest là qui part d'ailleurs en avril, un Manaslu, voilà, on propose le Gasherbrum, enfin bon, un certain nombre de 8000 également, et là il n'y a pas beaucoup d'agences francophones sur ce créneau. Ensuite Saiga, qui est un acteur dont Petit Futé parle de temps en temps, et donc je l'en remercie, qui est une jolie activité autour de voyages avec des ONG, autour de la préservation de la biodiversité, notamment chez les grands primates, et qui est une agence qui avait été fondée en 96 à La Rochelle. Et puis Ongalac, dont tu parlais, qui effectivement propose des stages de kayak. Donc en termes, voilà, donc ça c'est Secret Planet, on est basé donc à Lyon, et donc en termes de voyage, si je te laisse avancer Christian, alors bon voilà, ça c'est un petit clin d'œil. Alors est-ce que les États-Unis seront ouverts cet été? C'est pas impossible que oui, parce qu'au rythme de la vaccination, c'est un peu ça maintenant notre espoir. On peut supposer qu'en juillet, on soit plus ou moins vaccinés, en tout cas ceux qui ont envie de voyager. Il y aura sûrement cette histoire de passeport vaccinal dont on n'a pas parlé, peut-être que c'est une question que vous me poserez tout à l'heure. Mais donc, on peut espérer que les États-Unis s'ouvrent quand même. Et là, on a ce voyage qui est accompagné par votre ami et animateur. Voilà, et animateur de l'équipe. Exactement, des curieux voyageurs, qui s'appelle Christian Béraud, qui est un expert extraordinaire, très agréable en voyage et qui connaît parfaitement les États-Unis. Donc ça, c'est en juillet, on a plusieurs voyages avec lui. Ensuite, si on passe à celui d'après, c'est la grande traversée du Népal d'ouest en est. Le Népal fait partie des pays qui ont dû fermer également, mais qui se sont réouverts avec un certain nombre d'assouplissements dans les conditions d'entrée. Il semble même que la quarantaine soit supprimée. On l'attendait, nous, il y a 3 semaines déjà. On est un des grands spécialistes du Népal. C'est à mon ami David Ducoing d'ailleurs, que vous connaissez également, qui est auteur et photographe et qui est un grand spécialiste du Népal. Donc on a beaucoup de contacts avec surtout cet Everest aussi qui part. Et donc le Népal semble bien ouvert pour avril. Il y a une petite quarantaine, je dis petite, elle est parfois toute petite même, mais théorique de 7 jours quand même. Donc la grande traversée du Népal, elle est garantie cette année parce que justement les gens qui cherchent du voyage avec du sens, partir 5 mois en immersion totale, 1500 km, ça peut être une solution, et on a un succès quand même assez incroyable sur cette traversée. On peut s'imaginer qu'à la fois c'est un gros budget et puis un gros budget en temps, encore une fois 5 mois. Donc elle part et c'est fin juillet. Et on n'a pas trop de doute sur le fait que le Népal sera ouvert. Reste à espérer que la France s'ouvre. Enfin quand même, d'ici juillet. Ensuite, ça c'est une autre spécialité de Tamera. C'est évidemment les peuples au moment de fêtes et de célébrations. Et on est un des bons spécialistes français de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, avec ce voyage emblématique qui est confirmé, d'autant plus qu'il est reporté de l'année dernière, donc il est presque complet. Donc on va découvrir effectivement le fleuve Sepik et les Highlands au moment du Goroka Show et du Hagen Show. Voilà, ça c'est en août. Ensuite, Christian. Trek et ascension en Équateur, c'était ce dont je vous parlais tout à l'heure. L'Équateur a cet avantage. D'abord, il est ouvert, comme vous le savez, service assez exceptionnel sur place. Ça c'est aussi grâce à notre partenaire, notamment pour le test PCR dont je parlais à l'hôtel. Et puis c'est très agréable l'Équateur parce que c'est à la fois les peuples, il y a beaucoup d'ethnies, il y a beaucoup d'ethnies, c'est très ethnique, c'est très coloré, il y a beaucoup de marchés qui sont très sympas à faire. Et puis il y a tous ces treks et ces ascensions avec d'une part l'Amazonie d'un côté, les Andes de l'autre. On a 2 sommets assez mythiques qui s'appellent le Cotopaxi et le Chimborazo, qui font partie des 5-6 sommets qu'on fait au-dessus de 4000 quand on part
lors de cette expé, et c'est une qui est partie après avoir été repoussée début novembre. Elle est finalement partie en janvier avec 8 personnes, je crois, et puis donc on la refera partir au moment où c'est bon, c'est-à-dire plutôt à l'automne, début de l'hiver. Traversée de la Mauritanie du nord au sud, une grande tristesse, 40 jours, donc ça c'est un peu une exclusivité façon Taméra. Bon, donc on descend carrément à pied en randonnée chamelière la Mauritanie. Et ça, c'est ma grande tristesse parce que ça devait partir le 6 février ou le 8, et puis le 1er, interdiction de sortie de France. Et donc, on a perdu tous les clients. Alors, évidemment, ils se sont repositionnés sur ce départ du 13 novembre, mais certains étaient quand même très déçus et pour l'instant, ils font la tête. Et pour des raisons climatiques, on ne peut pas partir bien l'été. L'été, c'est pas évident. Bon, traversée du Groenland, je laisserai tout à l'heure Stéphane parler du Groenland. Bon, nous, c'est vraiment une terre d'exploration. On l'a fait comme très peu de gens le font au monde. On a cette traversée du sud-nord, 2200 km en kite. Et c'est l'une des expés qu'on a justement réussi à maintenir, qu'on a fait partir non pas au printemps en 2020, mais à l'automne. Expé d'automne plus difficile au Groenland. Ils sont partis mi-août et ils sont arrivés mi-septembre. Donc, quand je disais on se bat, voilà, moi j'essaye parce que je suis on est moins nombreux évidemment, donc on va se battre sur des choses qui sont plutôt exceptionnelles. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, on peut investir, on va dire, plus de temps, plus d'énergie sur des départs comme cela. C'est certain que tous nos départs, puisque 90% de nos voyages sont des choses, on va dire, relativement classiques, même s'il n'y a pas grand-chose de classique chez Taméra, mais ceux de 15 jours ont plus de mal à partir et demanderaient trop d'efforts, surtout dans la gestion du groupe, en fait. C'est ça qui est difficile. Parce que quand vous devez rappeler 10 personnes ou 8 pour leur dire « Ah ben finalement, ça ne part pas, quand est-ce que tu veux repartir ?» on devient fou. Ou alors, il faudrait que j'ai une équipe complète ici pour travailler. Voilà, et le dernier expé, je pense, c'est l'ascension de l'Everest. Hein, donc là, départ le 8 avril, donc une ascension qui a été repoussée de l'année dernière. Évidemment, quand ça s'est fermé, là, on n'a pas le choix, il faut la faire. Il y a des raisons économiques massives là-dedans, puisque sinon, on a perdu des centaines de milliers d'euros. Donc, les participants iront. Voilà. Donc ça, c'est le 8 avril, et puis je pense que c'est à peu près tout. Donc voilà de façon un peu symbolique notre offre, mais enfin, on voit bien qu'effectivement... on est quand même loin de l'approche Europe, même si, comme je disais, on a développé là 2-3 très jolies choses et bien accompagnées en France. Voilà. Stéphane, de ton côté, pour le Petit Futé, je pense qu'on est plus centré vers l'Europe et vers la France peut-être, hein, même. Alors, c'est vrai que Petit Futé, on a sur le catalogue, on a le plus gros catalogue francophone en destination. Je crois qu'on a à peu près plus de 120 exclusivités. Notre parti pris, c'est de faire un guide par destination. On a parlé de la Mauritanie, on a le guide Mauritanie, on a le guide de Népal, bien sûr, l'Équateur, une formidable destination, le Groenland, t'as parlé. Donc ça, c'est vraiment important. Et c'est que les crises précédentes, quand il y avait une crise en Asie, ça se reportait. On avait toujours les voyageurs qui se reportaient. Donc quand on nous demandait quelles sont vos bonnes destinations, ça variait en fonction de la tendance, ça a évolué. Bon, là, ça s'est bloqué complètement. Par contre, c'est vrai qu'on a fait une bonne saison sur la France, hein, et on s'aperçoit que, et ça fait longtemps qu'on a toujours souhaité, un des grands slogans du Petit Futé, c'était défricher de nouveaux horizons. C'était ça l'idée, c'était vraiment, allez, on va défricher. Alors, c'est vrai que notre spécificité d'avoir des auteurs locaux qui connaissent bien font que finalement, allez, les destinations classiques, les Berlin, les Rome ou les Croaties, on les fait aussi de façon classique. Mais ce qui nous plaît bien, c'est quand on a un auteur passionné qui vient nous voir, dit ah, cette destination, il n'y a pas de guide sur le marché francophone. Moi, je suis passionné, je l'adore, et faisons-le. Personne n'a envie de faire un guide là-dessus. Nous, on dit banco, on le fait. Et donc ça, c'est vraiment une spécificité. Et on a un peu dupliqué finalement la même chose sur la France. Alors, est-ce qu'on a besoin de son Petit Futé pour partir en Bretagne ou en Corse ? Bien sûr, on a des plans à vous donner. Mais nous, notre métier finalement, c'est de donner envie et voilà, défricher ces nouveaux horizons. Ça se fait un peu. Alors, vous aviez montré le visuel, montré la carte de France. Là, c'est sur cette carte, c'est toutes les destinations qu'on a en exclusivité. Je crois qu'il y en a une trentaine. Alors des petites choses, par exemple, là, on est en train de préparer un côte sud chalonnaise. On a un territoire d'Argonne qui vient bientôt. On a un très beau guide sur Pont-Audemer et sa région. On va préparer un Val-Briard. Donc, on a plein de ces
territoires qui aujourd'hui ne sont pas très connus, qui souffrent de la concurrence de ceux qui ont réussi dans le passé ou qui ont une image, etc. Et on se fait fort et avec beaucoup de plaisir. On a des auteurs qui s'y passionnent, qui sillonnent ces petits coins de territoire français qui on s'aperçoit que oui, ça correspond bien à notre envie d'être en contact avec la nature. On n'a pas forcément besoin qu'il y ait l'effet waouh du grand monument, de la chose impressionnante, etc. On peut se contenter de choses simples. Et on a beaucoup basculé. Alors c'est vrai que ça fait bizarre de dire ça vu qu'on est en distanciation sociale, mais la notion d'expérience, de rencontre, parce que finalement, c'est bien d'avoir un beau monument waouh, mais parfois aller chez un petit producteur local, il vous fait le fromage de chèvre, vous êtes avec les enfants, on vous montre des chèvres, on vous montre comment on fait le fromage, tout ça, etc. On goûte le fromage, tout prend une saveur complètement différente. Donc on est beaucoup là-dessus et beaucoup à développer ces plus petits territoires pas assez connus qu'on va contribuer, j'espère, à rendre plus connaissables. Alors là, si vous passez sur les slides suivants, je vous ai mis un peu quelques couvertures en fait des guides qui vont sortir. Voilà, Loire en Bourgogne, le pays du Perche, qui est sorti récemment. Il y en a quelques-uns autres que je vous ai mis également. Vous pouvez les et donc ces nouveaux horizons, ils sont aussi près de chez nous. On peut les découvrir ou à l'autre coin de la France et qui reste quand même la valeur un peu plus accessible. Et puis bien sûr, on pourra s'échapper. On prépare la suite sur les destinations plus lointaines. Et il est clair que moi, je ne pense pas que les gens restent contractés chez eux. Au contraire, on a été privé de voyage pendant une année. Bien sûr qu'on a envie de repartir en voyage, d'avoir ces moments d'expérience, de partage, de découverte. Une passion pour le Groenland, j'ai entendu parler. Oui, alors ça c'était, vous m'avez dit une destination coup de cœur. Et c'est vrai que le Groenland. Alors si je voulais vous en parler, j'étais content de voir que vous l'avez mis dans vos voyages aussi. C'est vrai que c'est une magnifique destination. Je trouve que cette période de crise, de pandémie mondiale assez unique, fait qu'on a oublié quand même une autre crise à venir dont on se préoccupait beaucoup l'année d'avant. C'était la crise climatique. Et je trouve que le Groenland peut être assez emblématique de ça, de cette fragilité finalement de cette autre crise qui couve. Et donc c'est quand on aura dépassé notre pandémie Covid, on va revenir peut-être sur le problème des effets climatiques. Les pays n'ont pas fait trop d'efforts parce que la priorité était ailleurs. Les conséquences seront là. On est devant de nouvelles crises assez importantes. Et ce Groenland, voilà, c'est assez emblématique. Moi, j'avais été assez impressionné de voir le schéma du fjord d'Ilulissat, voilà, celui qui produit les gigantesques icebergs, et la façon dont il recule de façon qu'il a reculé. Maintenant, on n'est plus dans le fjord, on a reculé et on comprend très bien sur place qu'en fait cette production d'iceberg s'accélère en fait et qu'il y a un véritable risque. Voilà, c'était un peu ça l'idée du coup de cœur. C'est une destination magique assez hors norme. Alors vous partez mi-août, j'ai vu, donc vous aurez je pense que les jours ont commencé à bien rétrécir à ce moment-là. C'est vrai que j'ai eu l'occasion, le bonheur en fait d'y être pendant la période du mois de juin-juillet où on a les nuits blanches avec des couleurs d'une beauté absolument et le bruit absolument de ces icebergs qui bougent. Les baleines aussi qui étaient très très nombreuses, on ne se retournait même plus tellement on les entendait souvent. C'est vrai que c'est une bien belle destination. Assez peu connue. On a un guide dessus, on a sorti une nouvelle version de notre guide. C'était l'année dernière. Il n'a pas eu un succès extraordinaire l'année dernière, mais il est toujours là chez votre libraire. Ok. Beaucoup de cœur. Et puis je vois que Eric avait aussi dans son programme une belle destination que je connais pas, mais on va y penser sérieusement avec ma femme. Je pense qu'elle sera tout à fait d'accord avec moi. Alors, il va falloir peut-être qu'on clôture. Et on a parlé un petit peu du passeport. Enfin, c'est Eric qui a évoqué ce passeport vaccinal. On l'attend tous avec impatience. Je pense qu'il y a peu de voyageurs qui ne veulent pas pouvoir à nouveau quitter notre tendre France. Et la seule solution, ça me semble être ce passeport. Je pense que vous allez confirmer l'un et l'autre, ce passeport vert que l'Europe nous a concocté. Oui, bien sûr. Bon, après, il y a toujours ces polémiques, souvent d'une minorité d'ailleurs, parce qu'on comprend pas bien
les notions d'inégalité ou de liberté, enfin là-dedans, elles jouent pas, quoi. Ceux qui ont envie de voyager, si les pays d'accueil nécessitent d'être vaccinés, eh ben c'est tout. Si on veut y aller, il faut être vacciné. Et après, bon, c'est vrai, on peut se dire le rythme de vaccination, bah là pour l'instant c'est les plus de 75 ans, donc ce serait injuste parce que les plus de 75 ans pourraient y aller, pas moi. Arrêter les bêtises aussi, quoi. Donc bon, je pense que tout ça c'est un peu de la polémique politicienne, et bon, donc attendons, effectivement, j'attends avec impatience que tout ça se soit mis en place et que ça fonctionne, bien sûr. Et il est clair que ça se mettra en place, parce que si nous on décide de ne pas le faire, il est clair que d'autres le feront. C'est vrai que ça crée une tension d'une certaine façon, le fait que plein ne pourront pas être vaccinés et dire moi je veux être vacciné. Moi je crois assez que quand les États-Unis auront fini de vacciner leur population, je suis sûr qu'à l'entrée de leur territoire, ils vont nous dire vous n'êtes pas vacciné, on vous vaccine. Ouais, j'ai entendu que les Cubains avaient une offre comme ça, ils sont toujours très... et donc du coup, c'est le voyage incluant le vaccin quand vous arrivez, on vous vaccine. Et il est clair qu'aujourd'hui, on accepte quand on va dans certains pays d'être vacciné, un vaccin obligatoire de la fièvre jaune, qui est parfois un tout petit peu pénible, on n'en discute pas, donc là il y aura... cette règle qui va s'imposer d'une certaine façon. Donc, on sera content de revoyager, bien sûr. Très bien. Il faut peut-être qu'on pense à clôturer. On a pris un petit peu de retard au départ. On va peut-être envoyer sur l'annonce du palmarès et tous les prochains rendez-vous. Il y a des lives qui sont prévus, d'autres lives qui sont prévus dans les jours qui viennent. Il faut se référer au site internet qui explique ça de façon très très bien. Et puis il y a tous les films, les 15 films sélectionnés par l'équipe Curieux Voyageurs qui sont à découvrir. Il y en a déjà que vous avez regardé, j'en suis persuadé, mais il y en a d'autres à découvrir. Il ne faut pas hésiter avant l'annonce du palmarès. Une petite particularité, je voulais remercier tout particulièrement le Petit Futé qui nous offre la possibilité de gagner des guides pour les personnes qui répondront d'ici la fin du festival sur le site à la question suivante que va poser donc Dominique. Dominique, tu te souviens de la question prévue pour le Petit Futé, Oui, bien sûr. Peut-être, Alain, une ou deux questions sur le chat qui sont... Ah oui, c'est vrai. Voilà, sur le chat. Donc, oui. Alors voilà, il y a une question qui est plus une affirmation de Pierre qui dit je pense que ça s'adresse à la fois à Stéphane et à Eric, mais de grâce, arrêtez de nous torturer en nous exposant de telles destinations. C'est vrai que moi, j'avoue qu'Eric m'a aussi torturé quand on a vu tous les experts qu'il propose au niveau de caméra. Sinon, il y a Christian qui nous pose une question concernant le voyage à l'étranger et par rapport à toutes les contraintes qui ont été un petit peu évoquées, vers quel interlocuteur vaut-il mieux s'adresser, agence de voyage ou site gouvernemental ou autre? Alors moi, je pense que la réponse, elle est double, mais peut-être, je ne sais pas, Eric ou Stéphane, s'il y en a un de vous deux qui a la réponse. Oui, je dirais c'est les deux. Oui, pardon. Oui, je dirais c'est les deux. Non, mais j'allais répondre pareil, Eric. Oui, parce que l'agence de voyage, comme je disais, d'abord, on n'a pas les moyens d'être informés en temps réel sur tout ce qui se passe. Et puis, de toute façon, nous, d'ailleurs aussi, mais on va chaque fois se référer à ce qui est officiel. Donc je pense qu'il faut faire les deux. Ouais. Pardon, voilà. Stéphane. Sachant, et moi, petite précision aussi, moi j'étais assez surpris, donc bien sûr, donc le fil gouvernemental est vraiment très, très efficace, ça marche très bien. Par contre, l'agence de voyage peut apporter, en réceptif, moi sur un voyage en Éthiopie, je m'interrogeais, c'était interdit officiellement, mais en fait ils me disent, non, l'usage fait que tout se passe bien, on continue à faire des voyages. Donc c'est vrai que la combinaison des deux, sur des interlocuteurs fiables, bien sûr, c'est vraiment très très bien. D'accord. Une autre question pour toi, Stéphane, là, qui a apparu dans le chat. Tu as parlé des guides à la fois papier, mais aussi Internet. Est-ce que les guides Internet vont pas remplacer complètement les guides papier? Quelle est l'évolution? Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ça? Ça fait longtemps qu'on nous le dit. C'est oh là là, le papier, c'est has-been, etc. Alors déjà, quand on va au fin fond, on est en Équateur ou quand on est au Groenland, il est clair que vous risquez d'avoir des
petits problèmes de connexion, ou en tout cas, c'est vrai que le numérique, c'est quand même pas aussi pratique que ça. Puis parfois, il y a des endroits où on va pas se balader avec sa tablette sur certaines destinations où le pouvoir d'achat est faible. Moi, je dirais que finalement, nous, en tant que rédaction, au Petit Futé, on réfléchit pas trop en ces termes-là. On fait du contenu de voyage par des voyageurs aguerris ou des gens locaux, voilà, qui donnent des bons plans. Après, le média par lequel notre lecteur l'utilise, que ce soit du papier ou de l'internet, c'est pas très grave. Et donc le papier garde quand même de beaux jours. Alors, on met en ligne sur notre site internet petitfuté.com quasiment tout le fond documentaire. Les bons plans sont tous là. Mais ça n'empêche pas que ça ne grignote pas tant que ça les ventes de papier. Ceux qui partent un simple petit séjour en week-end, déjà sans dispenser parce qu'ils se trouvent qu'ils se débrouillent comme cela. Mais les autres restent fidèles au papier. Puis il y a toujours le plaisir de feuilleter, d'annoter, de compléter. Donc nous, on trouve que les deux sont compatibles. Il y a pas de. Et puis il reste ceux qui ont l'école papier ou parfois des plus jeunes qui vont dire non, on n'est que numérique. Ben voilà, vous aurez du Petit Futé, que ce soit pour l'un ou pour l'autre. À nous de trouver le modèle économique qui va ailleurs avec pour payer nos rédacteurs. Ok. D'autres questions, Dominique, qui sont apparues dans le chat? Écoute, non, pour moi, je pense que simplement peut-être une précision par rapport à ce qu'on a dit concernant les sites gouvernementaux. En principe, je crois qu'il y a les liens sous la vidéo pour aller voir directement les informations qui sont nécessaires. On a prévu en principe de vous donner les sites. Et puis, je crois, j'avais prévu un numéro de téléphone également pour éviter parce que sinon, il en existe plusieurs dizaines. Là, ceux qu'on vous donne seront garantis. Donc, je pense qu'on peut passer à la question, à moins que toi tu aies d'autres questions, Alain. Non, je vois rien là. C'est bon. Alors, c'est bon, de mon côté. Écoute, j'espère que nos auditeurs ont bien suivi, ont bien écouté la question par rapport à ce que nous a dit Stéphane. Alors attention, parce que ça va être plus difficile qu'à la télévision. Il n'y aura pas de choix un ou deux. Mais là, par contre, c'est une vraie question. Quelle a été la destination coup de cœur du Petit Futé pour rêver à des horizons plus lointains? Voilà, alors je crois que la question doit s'afficher également. Donc, écoutez, bonne chance pour répondre. J'ai eu la réponse. et je crois, comme tu l'as peut-être dit, Alain, c'est combien de guides à gagner? Il y a 10 guides. 5 guides papier, 5 guides numériques. Très bien. 10 au total. Merci beaucoup. Merci Stéphane et merci Eric. Oui, mais merci pour votre intervention. Et puis, on peut souhaiter à tout le monde, dès la fin du festival, de penser à ses prochains voyages. On va pouvoir enchaîner donc sur plein de très belles destinations aux 4 coins du monde. Dès que nous serons vaccinés, faites-vous vacciner. Ça, j'insiste là-dessus. Faut pas hésiter. À très bientôt. À bientôt. Pour un prochain live ou pour regarder les 15 films sélectionnés par l'équipe Curieux Voyageurs. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Bonsoir. À bientôt. Ciao.